Michael Keating, alors lui il est très loin lui. Ah oui il est à Florence. Donc lui on sait pas. Hop. Pierre Legendre. Parce que l'un des arguments sur la présentation des Arabes, mais si on ne fait pas les Arabes, c'est pas grave, c'est l'humour, la présence de l'humour arabe. Ouais. Ce qui est important ici, c'est que quand on passe un sketch avec de l'arabe dialectal, on ne traduit pas en français. Tout le monde est censé comprendre. Avec le contexte ou avec la langue ? Avec le contexte. Avec le contexte. Donc, alors que si vous faites la même chose en japonais, bon... Oui. Des jeunes, les hommes, les femmes, les vieux, ils sont dans une grande fête. Là, on montre. On va mettre 2-3 vieux dans un coin, les gens dans un autre coin, ils commencent à discuter entre eux. Et autre temps, il y a une chanson qui passe. La fille danse, il chante. Il y a une chanson. Donc il nous faut une chanteuse. Oui, une chanteuse qui chante, il dit Bud Pirjum, Bud Diklum, Asaf Ketchora, Nigdena Diklum. Alors, chante, traduction. J'ai passé beaucoup j'ai baladé partout et j'ai pas trouvé un fille. Un fille comme ça, comme elle, quoi. Peut-être que je vais aussi vous dire la force de cohésion de la langue romanie. J'en ai parlé tout à l'heure, la perception que c'est le point commun et ce qui solidifie en fait l'identité, c'est la langue. Gratuite aux artistes et aux assos pour les soutenir. Et nous on essaye de s'en sortir avec le bar restaurant. Ce lieu-là, du coup pour l'instant il est... Pour l'instant il est à l'arrêt pour des problèmes d'urbanisme. Le promoteur... Mais ce serait à Montreuil ou... Oui, bah, la première tentative c'est à Montreuil. C'est pas sûr qu'on puisse ouvrir le local là. Mais ça ce serait bien 2-3 personnes par groupe. Ah mais c'est ça. Mais c'est 3 Guillemot, 3. Alors 3, toi t'en as 3. Il y en a 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vas-y, continue. Comme le 8 avril, c'est la journée des Roms, on peut inviter des peuples, avec ou sans territoire compact, voilà, qui viennent et qu'on ait une discussion sur qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que la nation, et comment ça se bagarre entre les trois. Non mais... C'est pas trop gitan ça. Tu vas voir, tu vois. C'est pas... C'est ça. C'est bien. Qu'est-ce qu'il peut dire, Pierre? Platon, il a pas répondu. Ça, il a des ennuis en il a ce pas moment. répondu. Moi je réponds pas, moi je viens le jour même, je les tiens. Ça. La question c'est veux-tu être seulement intervenant ou veux-tu être intervenant et animateur?
comme Moi, Jeanne. je suis. Tout petit comme ça. Donc on a l'impression que c'est grand, mais... Donc de là, il faudrait faire une... Donc, mandikert, hein, c'est peut-être un peu plus par là, pour que ça, pour respecter les... La mandikert, je mettrai plutôt ici. Voilà. Plus celui-ci. Ouais. Et ensuite, il y a implantation de Rome un peu partout, ici dans tout le sultanat de Rome. Alors, je ne sais pas comment on va le symboliser. Paella, qu'on faisait à la maison, qui est une paella avec des fruits secs. Et les amandes, les noix, les noisettes, etc. dedans. C'est une paella où il n'y a pas de viande dedans. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. C'est une paella sèche comme ça. Et qui est avec que des fruits secs dedans. Et qui est vachement bonne. Parce qu'il y en a déjà des feuilles. Des feuilles, déjà, oui, acheter des feuilles. Oui. Ici, Ils sont des pas trop chers, Serba, voilà. ici, des magasins de Serba. Et 10 tecelaren aia, deci tepsie. Ils sont déjà prêts, ils sont Biche, Ça, c'est avec le fromage tu peux faire. Pas avec la viande, Oui. pas avec le Eh ben fromage. Non, Avec le fromage. le fromage. C'est pita. Oui, Bah, pita. mais ça, le burek aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Numa, cana, e a cor petiol, dai un sap, pi partavache, vasta sovel, otugnari coleslel, biachunari pe, Alors, de l'huile. Les huiles, soda kamanga pour ça. Après. C'est quoi comme Ah huile? bon? C'est quoi comme huile? Huile de tournesol, ouais. persuadé que chaque intervenant qui sera d'accord pour venir, il aura son idée. Bon, si elle est trop lointaine, comme cette idée des banjaradindes qui seraient des roms, alors qu'en principe ils n'en sont pas, ça c'est un petit peu trop loin. Mais chaque personne va apporter le fruit de sa propre réflexion et de son travail antérieur. C'est une autre génération, vous avez d'autres approches, c'est normal. De quoi par rapport à Non, pour les documentaires, des choses comme ça. Moi, je n'ai pas la prétention d'apprendre ce que vous faites en ce moment pour comprendre vos histoires, comme vous dites, fonction, production, etc. Ça me plus utile maintenant. Moi, je travaille sur la suite de ce que j'ai acquis. Donc, vous avez apporté un autre regard, c'est très bien. Et du groupe Castakali, il y a qui? Mais Tous, c'est tout le village. D'accord. Vous chantez pas tous ensemble. Vous chantez pas tous ensemble. Non, ils sont pas Voilà, mais on voulait aussi parler de ce que ça peut être différents points, c'est de savoir exactement, vous parlez du barbecue avant, ça veut dire de savoir exactement ce soir aussi qu'est-ce que c'est les différents points. Moi je pense que sur le côté culturel, déjà comme tu as présenté, je suis d'accord. Vous savez qu'est-ce que ça peut être, pardon, votre nom c'est monsieur Marcel. Marcel, c'est monsieur Marcel qui peut garantir certains savoir-faire au niveau culturel, vous savez que ça peut être historique et tout ça, et toutes les animations que vous proposez, je pense que c'est Ensuite, on détaille un peu la journée, comment les Roms seront déclinés lors de cette journée du 8 avril. Marcel Courtiade, qui est professeur à l'INALCO, au Longzo, responsable de l'enseignement en langue et civilisation romanie, et aussi commissaire à la langue et au droit linguistique à l'Union Romanie Internationale.
Bon, merci pour cette présentation. Je voudrais dire aux téléspectateurs d'abord de faire très attention. S'ils ont autour de la télévision à côté des poules ou des poulets ou n'importe quelle autre volaille, qu'ils la cachent très très rapidement parce que comme ça on pourrait les voler. Donc il faut être très très prudent avec nous parce que même on peut comme ça virtuellement par l'intermédiaire de la caméra. Et oui, on se modernise aussi. On fait du télévol de poules maintenant. Oui, alors l'historique, c'est plus ancien que le télévol de poules, mais c'est plus récent que les accusations des Bills. Il y a l'historique de l'historie, si vous voulez, au point de vue... D'autrefois, les Roms en Roumanie, pas dans toute la Roumanie, mais dans 2 régions de Roumanie, la Moldavie et la Muntenie, ont été pendant 500 ans en état d'esclavage. Et dans pas mal de régions, il leur était interdit d'avoir un toit sur la tête parce qu'ils étaient considérés comme du bétail, comme des volailles, si vous voulez, et ils n'avaient pas le droit d'avoir un toit. Et ils avaient droit à quelque chose qui s'appelle poutrine, c'est-à-dire on fait une fosse dans la terre, on met des branchages par-dessus, et ils avaient le droit de dormir dedans. Et quand on passait tout l'hiver dans cette poutrine, et qu'on en sort au printemps, au mois de mars, avec les chevaux, on est bien content de faire la fête pour prendre un peu le large, et on faisait des fêtes comme ça, avec des fleurs sur les chevaux et pas mal de chants, de danse. C'était au mois d'avril qui s'appelait Grastornaï, à cause de ça, du nom de Grast le cheval. Et il se trouve par hasard que le premier congrès mondial des Roms, qui a eu lieu en 1971, à Londres, est tombé un 8 avril. Et donc, ça a un petit peu condensé la date autour du 8 avril proprement dit, et d'année en année, de plus en plus, il y a eu des activités. Le 4e congrès a eu lieu aussi un 8 avril en 1990 à Varsovie, et depuis 10 ans à peu près, un petit peu partout dans le monde, parce qu'il y a 10 ou 12 millions de Roms en Europe, mais il y en a aussi 4,5 millions dans les deux Amériques et 15 000 en Australie. Il y a des fêtes comme ça pour le 8 avril qui est proclamée depuis ce temps-là la journée internationale des Roms. Voilà. L'objet de l'association Didactica, c'est de donner les moyens de tous, tout un chacun, de construire son propre espace. Donc nous, on est architectes à la base. Et notre objectif, c'est de donner les moyens, ça veut dire transmettre à la fois de la connaissance et des techniques pour construire l'espace dans lequel on vit. Donc espace à la fois physique, mais aussi social. C'est pour ça que l'organisation d'événements nous intéresse, parce que c'est une architecture sociale où on convoque des différences, de construire ensemble un espace commun et basé sur la différence. Voilà. Justement, on en était à présenter les composantes de cette journée mondiale. Et en effet, les tables rondes, en fait, elles ponctuent la journée. C'est vraiment le fil conducteur de la journée, puisque c'est le fil politique, c'est le fil scientifique, c'est le fil culturel. C'est là où les gens vont prendre la parole et où on a invité des personnes à nous raconter aussi ce qu'ils étudient sur ces questions-là. Parce qu'on a voulu aussi des spécialistes, des gens qui ont étudié qu'est-ce que c'est qu'une nation dans l'histoire, qu'est-ce que c'est qu'un État, la construction d'un État, la construction d'une nation. Et nous, ce qu'on a voulu poser, c'est les interactions entre l'État, là où les nations, avec un petit N, et les identités ou l'identité, on met un point d'interrogation sur les pluriels. Et donc, on a détaillé 3 tables rondes qui ont 3 thématiques à l'intérieur de ce point de vue des interactions. Donc, je voulais ajouter quelque chose. Enfin, je voulais faire une toute petite synthèse en quelques mots par rapport justement au choix surtout du thème identité, nation et État. Enfin, ça démarre d'un principe, c'est que le choix de ce thème démarre d'une réalité, d'un principe d'une réalité. Quelle est cette réalité? Parce qu'il y a aujourd'hui un constat, une réalité qu'on partage d'ailleurs, les Roms, les Kabyles, les Occitans. Il y a une machine qui s'appelle État-nation. Ça, c'est vraiment une réalité. Il y a une machine qui s'appelle État-nation. La volonté absurde, d'ailleurs, de cette machine qui s'appelle État-nation, c'est de détruire, mais pas simplement détruire, mais de faire disparaître les identités.
Voilà. Faire disparaître des identités, donc faire disparaître des identités, donc faire disparaître des peuples qui s'appellent Roms, Kabyles, Occitans et autres. D'ailleurs, c'est la réalité de la France. Il y a une sorte d'homogénéisation, mais aussi une sorte d'intéressement comme ça. Hein. Donc, c'est ce choix, effectivement, c'est cette réalité qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on passe à débattre, parce que vous avez parlé effectivement de revendication. Il me semble, le fait de réfléchir, de débattre, c'est une sorte de revendication, c'est une forme de revendication, même si on ne les manifeste pas comme ça. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Simplement, la première approche, ça va être la réflexion autour de la notion de peuple sans territoire compact par rapport aux autres types de peuples en Europe, mais que dans la suite, dans les autres 8 avril, mais aussi dans d'autres manifestations qui pourront avoir lieu entre-temps, on pourra étendre la réflexion. Qu'il n'y a pas de rupture entre les peuples à territoire compact, prenons les Basques par exemple, et les peuples sans territoire compact, comme nous, comme les Euro-Kabyles ou d'autres, comme les Beyèches, les Yéniches, etc. Avec les 3 composantes du peuple rom, c'est-à-dire il y aura de la musique rom de l'Est, il y aura du flamenco, il y aura du jazz manouche, et puis il y aura les Occitans aussi et les Kabyles aussi. Donc ce sera un concert commun. Alors on passe à autre chose. On passe à autre chose, mais celle-là, on l'a pas résolue. Non, mais ça va être résolu. Ça va être résolu. Ouais, Oui, mais comment on partit et comment On écoute Dayo. Voilà. Donc, Dayo, il va s'occuper de la buvette. Ouais. Ça veut dire la restauration. Ouais. Et pour cette restauration, il faut qu'on fasse du pain d'argent pour remplir les caisses. Ouais. Donc, là, il me faut d'abord une bonne équipe à qui on peut avoir la confiance. Ouais.
Et donc les criminologues franquistes reprennent les thèmes qui ont été construits par Salidas et Montes, et ces thèmes, ils les développent, notamment dans les revues professionnelles de la police franquiste. C'est-à-dire pour inculquer ces idées-là aux gardes civils, aux agents de la police nationale, qui après seront confrontés aux populations gitanes. Donc on peut lire dans ces revues, par exemple, le rôle de la race dans la génération de la délinquance est d'une importance suprême. Et il est plus que connu que certaines offrent plus de proportions que d'autres. Nous avons le cas typique des gitans. Alors, on assiste là à une démarche généralisatrice, c'est-à-dire que tous les gitans sont des délinquants, et c'est la construction d'un danger social. Alors, en construisant ce danger social, on établit des stéréotypes. Alors ces stéréotypes, peut-être le plus important pour les franquistes, c'est le fait que les gitans et la pègre ne font qu'un. Et la langue des gitans, le calot, est systématiquement considérée comme la langue de la pègre. Et dans ces revues, donc, on conseille aux agents de l'État franquiste d'arrêter tous ceux que l'on surprend en train de parler le calot. Parce que puisque c'est la langue de la pègre, s'ils sont en train de l'utiliser, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas un mauvais coup. Donc c'est un motif d'arrestation suffisant. On peut se dire que ces pratiques, elles sont propres d'un régime dictatorial, fasciste, que ces pratiques, on les retrouve peut-être même de manière beaucoup plus grave, on les a vues dans l'Allemagne nazie, dans l'Italie fasciste, dans la France de Vichy. Mais cette criminalisation, elle n'est pas que le fait des systèmes dictatoriaux et fascistes, puisque cette criminalisation, on l'a aussi vu dans la Troisième République en France, et on en a des relats jusqu'à aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle, dans le cadre de la répression du vagabondage ouvrier, il y a un renouveau de la stigmatisation des gitans. C'est notable notamment à travers la presse. Le meilleur exemple, c'est le Petit Journal, qui publie assez fréquemment des images comme quoi les bohémiens auraient attaqué des fermiers, auraient incendié des entrepôts. Donc on crée une peur, et l'État, à ce moment-là, répond à cette peur qu'il a lui-même contribué à créer par la mise en place du carnet anthropométrique. Il reste en vigueur jusqu'en 1969, où il est remplacé par le carnet de circulation. C'est une volonté de sédentarisation administrative, c'est-à-dire de rattacher ce qu'on appelle alors les nomades à un territoire. Seulement la suspicion, là, elle est encore forte, puisque dans la loi, on dit qu'il peut y avoir un rattachement dans des communes, mais que les rattachements de nomades ne doivent pas dépasser 3% de la population de la commune. Donc si on refuse qu'il y ait plus de 3% de nomades, c'est parce qu'on les considère comme dangereux. C'est aussi parce qu'on les soupçonne de ne pas vouloir payer leurs impôts, et on les soupçonne de vouloir échapper au devoir militaire. Alors, ce qui se passe ensuite, c'est dans les années 90, là vraiment, on assiste dans un climat délétère à de violentes manifestations anti-roms, que ce soit dans la presse ou chez les élus. Il y a un amalgame qui est entretenu par la presse, qui est entretenu par les élus, amalgame entre réseau de prostitution, réseau de mendicité, roms roumains et gens du voyage nationalité française. Donc ces discours-là, c'est un parmi d'autres. Il y a d'autres discours qui sont tenus ainsi, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, et c'est la justification d'expulsions massives qui seront réalisées par la suite, et d'adoption, notamment de la loi de sécurité intérieure, ou plus récemment de la loi de la prévention de la délinquance. Il y a plusieurs axes qui permettent le fait de comprendre un peu pourquoi il y a une féminisation aussi forte des populations romanies. D'abord, le fait de criminaliser les Roms, c'est externaliser le crime. C'est en faire reposer la responsabilité sur des gens que l'on considère comme étrangers à la communauté nationale. D'autre part, le faire sur le dos des Roms, c'est jouer aussi sur des préjugés qui sont déjà solidement ancrés dans la population, et c'est caresser l'opinion dans le sens du poil, notamment dans les perspectives électoralistes. Et le troisième point, c'est aussi parce que, ainsi, n'importe quel gouvernement peut démontrer sa capacité à répondre aux préoccupations et aux menaces qui pèseraient sur la population. Des menaces fictives qu'il a lui-même contribué à créer, mais ces menaces fictives sont bien sûr plus faciles à combattre que les problèmes réels auxquels normalement le gouvernement devrait s'attacher. Voilà, merci.
premier facteur d'identification jusqu'au XIXe siècle dans les Balkans, c'est à quelle religion appartient-on? Et cette identité religieuse est absolument fondamentale à cerner. Sinon, on ne comprend pas pourquoi on a besoin d'avoir un peuple croate, un peuple serbe, un peuple bosniaque, quand tout le monde parle la même langue. Donc, c'est bien le cloisonnement confessionnel qui est la première matrice de l'identification nationale dans la zone balkanique. Justement, entre le passage d'un empire multinational à un État mononational ou à vocation hégémonique de la part d'un groupe est particulièrement difficile, contradictoire, et dans les Balkans, on s'est beaucoup servi d'un outil de connaissance et un outil de pression qui est extrêmement ambigu, qui sont les cartes ethniques. Et j'attire votre attention sur l'aspect tout à fait pervers qu'il y a à se servir de cartes ethniques qui, en principe, cherchent à expliquer pour argumenter le fait que tel groupe, parce qu'il est colorié en rose sur la carte, a le droit d'aller jusqu'à tel endroit et tel autre n'a pas le droit. En fait, une carte ethnique ne peut jamais rendre compte de l'interpénétration des populations et c'est un très gros obstacle à la compréhension des problématiques balkaniques. Surtout sur le plan territorial, les populations sont extrêmement mélangées. Et donc l'idée de constituer un État-nation homogène pour les Grecs, pour les Serbes, pour les Bulgares, pour les Albanais, est extrêmement difficile à réaliser sur le terrain parce que les groupes sont interpénétrés et que depuis des siècles, ils vivent mélangés. Un proverbe courant qui dit « Il y a au monde 77,5 nations », et la question c'est quelle est la demi-nation? Ce sont précisément les Tchénguénais qui n'ont même pas le statut de peuple à part entière, qui sont quelque chose inclassable. Pourquoi inclassable? Parce que dans la logique ottomane, ils sont à la fois du côté chrétien et du côté musulman, puisqu'ils pratiquent les deux religions selon les cas localement, et qu'ils n'ont pas les caractéristiques que les Balkaniques considèrent être celles d'un peuple à part entière. Ensuite, ils sont très éparpillés et il faut bien situer la société balkanique rurale traditionnelle. Le village est, disons, bulgare, mais il y a toujours 2-3 maisons tziganes, tout simplement parce qu'on a besoin d'un forgeron et que c'est un des métiers qu'ils pratiquent très largement au XIXe siècle. Ce saupoudrage, on pourrait dire, sur l'ensemble du territoire est bouleversé au XXe siècle par l'exode rural, par l'industrialisation, par l'effondrement de cette société rurale où chaque village était autosuffisant pour tous les produits dont il avait besoin. Et la population tzigane se trouve assez largement marginalisée dans le processus de modernisation qui s'empare des campagnes balkaniques. Je saute un peu rapidement pour signaler que les régimes communistes avaient trouvé une solution relativement satisfaisante qui était les fermes collectives. À savoir que, je pense à nouveau à la Bulgarie, les ruraux paysans bulgares étaient partis en ville chercher des emplois dans l'industrie ou dans les services mieux payés, et qu'en fait, les fermes collectives étaient très largement travaillées par de la main-d'œuvre rome, sous la houlette d'un chef de brigade, bulgare, roumain, évidemment, selon les cas. La chute du communisme est une catastrophe, et il faut bien le dire que ça a été extraordinairement mal géré dans ces pays, puisqu'on a restitué la terre aux anciens propriétaires. Or, les anciens propriétaires n'étaient plus à la campagne, ils étaient en ville. Ils avaient fait leur exode rural. Ceux qui cultivaient la terre en 1989, c'était les Roms, en réalité.
on ne leur a rien donné du tout, puisqu'ils ne pouvaient pas justifier que 45 ans auparavant, ils avaient été propriétaires de ces domaines agricoles. Et donc, ils se sont retrouvés sans rien et ruraux. Et ce que l'on a observé dans les 15 dernières années, c'est un afflux massif vers les centres urbains, qui est le seul endroit où on peut espérer trouver de quoi survivre. Un afflux massif dans des conditions dramatiques d'hébergement dans des bidonvilles proliférants, des bidonvilles de dizaines de milliers de personnes, arrivés récemment dans des pays en crise et extrêmement perturbés. Et donc, si on a un antagonisme particulièrement violent contre les Roms dans les pays balkaniques à l'heure actuelle, ce n'est pas en raison d'un atavisme qui serait particulièrement lourd, comme on le présente facilement dans le discours médiatique, genre on les a toujours détestés. C'est que les conditions de la transition post-communiste dans les pays balkaniques sont particulièrement néfastes et dramatiques, et que ces populations sont en train de se débattre pour trouver des moyens de survie, tout simplement. avec eux, mais qui sont en interaction là où on va, donc ils enrichissent parce qu'ils sont dans différents lieux. Alors, donc je suis vraiment content d'être parmi vous, de vous faire voyager aussi de l'autre côté de la Méditerranée, de vous emmener au sud de la Méditerranée et de vous parler donc de ce peuple étrange qui s'appelle les Kabyles. Un des constats que je fais, c'est que, si vous voulez, en France, on parle souvent des Arabes. Il est peu question des Berbères. Dans les débats politiques, dans les débats même radiophoniques, télévisuels, et même quand on a affaire socialement au quotidien à l'épicier arabe du coin, qui est un berbère du Maroc, dans l'écrasante majorité des cas, les berbères sont comme un peu oubliés, ils sont d'ailleurs oubliés par l'histoire. Puisque, au fond, les Berbères, on ne sait pas d'où ils viennent, on sait qu'ils habitent fondamentalement l'Afrique du Nord, mais qu'ils existaient avant l'arrivée des Romains, avant l'arrivée des Vandales, au moment des Phéniciens, au moment de Carthage, quand les Phéniciens sont arrivés, il y avait déjà des Berbères. Les Berbères sont les plus anciens habitants du Maghreb, de l'Afrique du Nord, pour parler d'un point de vue géographique. Et d'ailleurs, même se désigne avec un terme qui est très significatif, il se désigne par le terme Imaziran. Dans l'auto-désignation identitaire, Imaziran, ça veut dire homme libre. Mais comme les Berbères n'ont pas écrit leur propre histoire,
l'histoire des Berbères a toujours été écrite par les conquérants, eh bien, ils ont disparu un peu, on n'a pas connaître beaucoup de choses. Mais ce qui est incroyable en France, c'est qu'on oublie très souvent que la majorité des immigrants actuellement vivant dans l'Hexagone sont issus du monde berbère. Donc bien sûr, arabo, berbère et musulmans. Pour parler, pour se dire kabyle, il faut être en confrontation, il faut être en rapport avec l'autre. On ne se définit pas comme kabyle en Kabylie, c'est absurde. Il n'y a pas d'identité de soi à soi. Pour avoir une identité, il faut qu'il y ait l'autre qui vous renvoie cette identité comme par effet de miroir. Donc vous n'avez pas une identité comme ça, l'identité se construit toujours dans un rapport à l'altérité, dans un rapport à l'autre différent. Des noms, puisque c'est là-dessus que on m'a invité à en parler, on va essayer de parler du bout. Ça me fait penser, vous savez, les populations dites primitives ont peur souvent de prononcer certains mots, parce qu'ils pensent que s'ils prononcent le nom d'un animal dangereux, ben, l'animal va venir les manger. Ou d'une maladie, la maladie va s'abattre sur eux. Et on dit, bon, on est dans un siècle de science, etc., on a dépassé ça. Mais ils n'ont pas si tort que ça. Parce que nommer, ça fait partie, c'est une arme extrêmement forte pour créer quelque chose. On peut créer un phénomène qui n'existe absolument pas. Il suffit de le nommer, et déjà on a une première représentation, et un petit peu de propagande à faire, après, le crée réellement dans la pensée des gens. Et inversement, ne pas nommer, c'est aussi un acte de négationnisme très fort. Et ça, c'est un acte de négationnisme qui a été mené à la fois contre les Occitans, les Roms et les Kabyles, Berbères, etc. Donc le premier niveau de négationnisme, c'est de donner des étiquettes diverses pour tromper les pistes, pour brouiller les pistes. Parce que si je commence à faire un cours, une conférence sur la question Rome, je perds déjà un quart d'heure au début pour préciser. Si le nom était aussi clair que le nom de Danois, quand on fait une conférence sur la grammaire danoise, on n'a pas besoin d'expliquer pendant un quart d'heure qui est la langue danoise ou polonaise. Mais quand on traite de la langue de la littérature occitane, de la langue de la civilisation romanie, on doit d'abord dire, bon, attention, oubliez tout ce qu'on vous a déjà dit, je vous rappelle où on en est. Comme endonyme, parmi les Roms, on a 3 grands endonymes, qui est Rome. Rome, l'étymologie, ça veut dire c'est Damba. Jeanne a fait un très bel article sur les occurrences et les sens de Damba dans la littérature sanscrite. Damba, c'était ces musiciens, au départ des percussionnistes, mais aussi des hommes de théâtre, qui transmettaient les épopées dans le langage simple, un peu comme les mystères du Moyen-Âge, si vous voulez une comparaison européenne, à la population, parce que les épopées en sanskrit, c'était pas accessible à tout le monde. Le deuxième, c'est Sinto. Sinto qui désigne, à l'heure actuelle, essentiellement les groupes qui sont passés plusieurs siècles dans la zone de langue allemande ou germanique, et pour lesquels le terme de Rome désigne simplement l'époux, le mari. Et puis le troisième, c'est Calais. Les Calais, ce sont surtout
à la périphérie occidentale, en Finlande, en Pays de Galles et dans la péninsule ibérique, sauf le Portugal. C'est parce que le regard est extérieur. Et le regard qui est extérieur, qu'est-ce qu'il va voir? Mais il ne va pas voir la langue. La langue, il ne la connaît pas. Il ne va pas voir la culture. C'est des sauveurs. Il ne va pas voir la tradition, le respect dans les familles, la façon d'élever les enfants. Tout ça. Non, il ne va pas le voir parce que de toute façon, c'est des consanguins, de toute façon, c'est ceci, c'est cela. Il voit l'aspect extérieur. Vous avez des groupes roms, on dirait parfois quelqu'un, il y a un an ou deux, j'étais à Kishkumshala, au sud de la Hongrie, pour faire des enquêtes au téléphone. On s'était donné rendez-vous avec des Roms pour travailler sur leur parler, très bien au téléphone, j'ai pas vu ce qui ressemblait. Dans un café, je vais au café, je suis atterré de voir que les gens qui étaient là, tous des cheveux blonds, grassouillés, des yeux bleus. Je me dis, mon Dieu, comment les Roms peuvent vivre avec tous ces nazis ici? On aurait cru qu'ils avaient glissé d'un film sur la Gestapo. Et je commence à parler avec le serveur, là, et il y en a un qui se lève, qui me dit dans un romani impeccable, « Ah ben c'est moi que tu cherches !» Alors, déjà, tous les stéréotypes sur les couleurs de la peau, on peut les envoyer. Alors, on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Ça vient du fait que les premiers peintres qui ont peint des Roms, ben évidemment, le peintre, il cherche quelque chose qui l'inspire, quelque chose d'un peu particulier, et qui donc, il va donner un cachet à sa peinture. Et puis, celui qui va l'imiter par la suite, il va aller un peu plus loin. Et année après année, les peintres ont fait des Roms de plus en plus caricaturaux dans leurs dessins. Et puis, les photographes ont fait le relais de ça. Si vous envoyez quelqu'un photographier des Roms de Kishkunshala, ben, il reviendrait et dira non, je ne vais pas faire une exposition là-dessus parce que ça ne ressemble à rien des gens comme ça. On croirait à des Allemands. Bon. Dans un territoire parfois traversé par une frontière, parce que les frontières, j'en ai vu bouger souvent des frontières qui bougeaient plus que les Roms qui habitaient à côté. Souvent le Rome a changé de pays, c'était la frontière qui avait passé 50 km plus loin. Et puis, ces territoires, ce sont un territoire compact dont nous sommes ici, avec chacun sa façon de voir. Et ça, c'est une arme très forte contre l'homogénéisation, contre la standardisation de toutes les... pour faire de toutes les ethnies la même vision. Chacun a sa propre vision, chacun a son propre regard sur lui-même et sur les autres. Et ça, c'est justement une des richesses et des dynamiques de l'Europe. Voilà. Alors, justement, il y a un petit spectacle de musique qui va commencer juste pour vous. Cette journée mondiale des Roms a été organisée par 10 associations, Roms et non-Roms, qui ont tenté de travailler ensemble avec des cultures différentes, avec des cultures politiques différentes, des cultures au sens premier, et même des cultures professionnelles différentes. Et c'est vrai que c'était l'enjeu de la journée mondiale, c'était ça. C'était d'arriver à travailler ensemble sur un projet d'événement dont le but était justement de sensibiliser sur des questions et de transmettre des savoirs. Mais il faut savoir que justement c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'espère que ça a été suffisamment clair au cours de la journée. Cette journée mondiale des Roms, on n'est pas là pour se poser en victime, non. Nous ne sommes pas des victimes, parce que quelqu'un qui est victime, c'est un suicide d'être victime, toujours assisté, non. C'est surtout pas ça. Ensuite, la question de l'identité multiple, il n'y a aucune identité viable si elle n'est pas multiple. Parce que si on n'a qu'une seule identité, on devient une pièce d'une machine et donc on est un objet. On ne peut pas concevoir
une identité, qu'elle soit personnelle ou collective d'ailleurs, qu'elle ait une seule et unique dimension.
Parce que ça fait vraiment plaisir de voir comme ça un tel public, des rassemblements de musiciens comme ça. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à nos enfants, nos chavis, nos enfants, qu'ils soient tous ensemble, qu'ils soient élevés ensemble et qu'ils puissent vivre dans l'atmosphère comme ça. Thank you.
Deus mandar nascença o ração de sair kana chalmi gode so shaito elektrives e me porta chuva e tiro cocorte Voyez-vous balancer la tombe, il a bidon, fait la bidon, une mélodie de Perona Paname, c'est la dame et la bidon. Elle tourne sur le chronogramme, comme une ritournelle s'exclame. Oye, dans l'horizon, pas d'oriflamme, pas de royaume. C'est servi dans mal à personne, c'est du Perron, c'est de la bidon, de celui qui coule comme le fond des rondes, errance d'homme. L'histoire des hommes qui se trament dans leur bidon et leur ensemble de la bédonne. Tu les portes sur leur mémoire, l'Italo de la couleur, ainsi à Monte Cassino, des mélopées chromos avec des pas de manche, le petit comme dans la bidonne, voyez-vous balancer la tombe, dit la bidonne, fait la bidonne, une mélodie de Perona Paname, danse la dame et la bidonne, elle tourne sur le phonogramme, comme une rituelle s'exclame, voyez, voyez. Vero male.
draca. Alai boli la cekaleyaca. Attends, vous l'avez jeté par la fenêtre. Osivace Sadekale draca.